Nous avons organisé notre plaidoirie. Mon estimé distingué confrère va faire la narration de fait. Le président, distingué membre de la composition, monsieur l'organe de la loi, tout commence le 15 juillet 2016, date à laquelle un contrat de travail fut dûment conclu entre la requérante et la défenderesse Université catholique du Congo en qualité de secrétaire au grade d'attaché de bureau de premier degré. À partir de l'année 2017, son ex-employeur à l'Université catholique du Congo décida de l'affecter à la faculté d'économie et développement au sein du principal site délimité afin d'y assurer les fonctions de secrétaire. Après plusieurs loyaux services rendus, Monsieur le Président, le même ex-employeur décida cette fois-là de lui confier la gestion du secrétariat de la même faculté économie et développement au sein de deux sites différents. Le site principal délimité et celui de Mongafula. Malgré, Monsieur le Président, les différentes demandes de renfort sollicitées par le doyen de l'époque, eu égard au volume impressionnant du travail, la requérante continuait quand même, faute d'aide, à assurer seule les fonctions qui lui avaient été confiées. Il va de soi, Monsieur le Président, que les pressions psychologiques subies par la requérante dues à la fonction qu'elle occupait au sein de la plus grande faculté de l'Université catholique et surtout les fonctions qu'elle exerçait dans deux sites différents se trouvant l'un à l'opposé de l'autre ont fini par toucher grièvement à la santé de la requérante. Monsieur le Président, en réalité, tout commence à basculer à partir du 13 novembre 2023. Suite à une crise de tension, la requérante est contrainte d'être hospitalisée à l'hôpital Masaki, non loin de chez elle, et au plus tard transférée à l'hôpital Bondeko, clinique Bondeko, afin d'y recevoir les soins appropriés dus à une maladie de cardiopathie ischémique. Monsieur le Président, tout justement quelques jours après sa sortie de l'hôpital, en date du 16 novembre 2023, la requérante s'est présentée devant le chargé des ressources humaines afin de lui faire part de son état de santé alarmant et par la même occasion lui présenter le certificat médical signé par son médecin, lequel lui recommandait un strict repos de 14 jours. Mais il s'est avéré ce jour-là, comme l'a fait remarquer le chargé des ressources humaines, que ces certificats médicaux n'étaient pas conformes à la convention collective de l'Université catholique qui voudrait que ces certificats médicaux soient signés par 3 différents médecins. Chose que la requérante ne tarda pas à faire, parce que plus tard, elle se présentera avec un certificat médical signé par 3 médecins et lequel lui recommandait un strict repos de 14 jours et ne reprendre ses activités qu'après contrôle, et seulement si les résultats s'avéraient positifs. Mais chose étonnante, Monsieur le Président, tout justement un jour après que la requérante de se présenter auprès de son ex-employeur pour lui faire part de son état de santé, elle reçoit une injonction, Monsieur le Président, en date du 17 novembre 2023. Une injonction cruelle, Monsieur le Président. Une injonction blessante, l'obligeant même à fouler au pied les strictes recommandations de son médecin. Une injonction, Monsieur le Président, inhumaine, faite avec des mots cruels. Je cite, mais Monsieur le Président, c'est comme si la santé de la requérante n'avait aucune valeur aux yeux de son ex-employeur. C'est comme si la vie même de la requérante n'avait aucune valeur auprès de celui-ci. La requérante a été obligée ainsi à se présenter afin de procéder à la remise et reprise avec une certaine Madame Fanny Sarro. Chose qu'elle a pu faire, elle l'a fait parce qu'elle était obligée. Mais Monsieur le Président, la requérante ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'en date du 22 novembre 2023, elle écrit encore une fois de plus au secrétaire général administratif afin de solliciter le repos médical conformément au certificat médical qui est dûment signé par 3 différents médecins. Mais silence, Monsieur le Président. Un énorme silence fut observé de la part du secrétaire général administratif. Face à cet énorme silence effrayant d'ailleurs, la requérante n'a pas pu s'arrêter. Elle a continué encore en date du 23 janvier 2024. Et ce jour-là, elle écrivit une fois de plus au secrétaire général administratif pour cette fois-là solliciter l'accompagnement dans les soins médicaux qu'elle devait recevoir.
Mais Monsieur le Président, un énorme silence est encore observé de la part de son ex-employeur. C'est comme si le silence est en réalité de coutume de la part de la défendresse. Un énorme silence, Monsieur le Président. Et par la même occasion, elle avait aussi présenté les factures médicales afin que l'université catholique puisse donner des moyens pour qu'elle puisse payer ses médicaments. Monsieur le Président, toujours rien. Alors que la requérante avait agi non seulement conformément au Code du travail en vigueur, mais aussi conformément à la convention collective de l'université catholique, dans son article 43 qui dispose ce qui suit. L'employeur supporte le soin médicaux dispensés à son personnel. Et le point de renchérit ce qui suit, l'employeur intervient éventuellement dans les frais de déplacement occasionnés par les nécessités médicales. Mais Monsieur le Président, l'ex-employeur de la requérante n'a pas pu obéir ni au Code du travail en vigueur, encore moins à la convention collective de sa propre université, sa propre convention collective, Monsieur le Président. C'est ainsi, Monsieur le Président, que face à cette forte négligence de la part de son ex-employeur, face, Monsieur le Président, au refus tapant de la part de son ex-employeur d'assurer le soin de santé de la requérante et de lui octroyer le repos médical, la requérante ne voyait plus comment continuer à exercer ses contrats de travail qu'il unissait avec l'université catholique, et elle résilia en date du 1er février 2024 conformément aux articles 72 et 73.c du Code du travail. Elle résidia le contrat de travail qu'il unissait avec l'université catholique. Et au plus tard, Monsieur le Président, toujours dans le souci de bien faire les choses, Monsieur le Président, la requérante, elle se présenta devant son ex-employeur afin de solliciter un arrangement à l'amiable. Mais vous constaterez encore une fois que le silence est de coutume de la part de l'Université catholique du Congo. Et nous le savons tous, Monsieur le Président, qu'en matière administrative, le silence vaut rejet ou refus. C'est ainsi que la requérante saisit l'inspecteur du travail. Et l'inspecteur du travail, en date du 10 décembre 2024, il constata la mauvaise foi manifeste de l'employeur et établit un procès verbal de non-conciliation du litige individuel. Je passe la parole à mon estimé confrère. Que malgré les tentatives de conciliation devant l'inspecteur du travail conformément à la loi, aucune conciliation n'a été constatée. D'ailleurs, l'employeur brillait de par son absence et qui boycottait même les invitations de l'inspecteur du travail. Et celui-ci, Monsieur le Président, on va établir le PV de non-conciliation et c'est ce qui va nous permettre de vous saisir. Et donc, sur le plan de la forme, Monsieur le Président, vous constaterez que cette affaire, cette cause a bel et bien respecté et qu'il est amplement recevable. Mais face à ce moyen, Monsieur le Président, face à la demande de la demanderesse, voici la réaction de la défendresse. En réagissant, Monsieur le Président, la défendresse va soulever son unique moyen tiré d'irrécevabilité de notre action, de l'action de la demanderesse, de l'action de son ex-employé, celle qui a tout donné pour l'université de Kinshasa et l'université catholique, allais-je dire. Ce moyen, Monsieur le Président, est intitulé l'irrécevabilité de la présente action tirée de la violation de l'article 194 du Code du travail. Donc, en réplique, en réaction à notre demande, la demanderesse voudrait que vous puissiez déclarer irrécevable notre action au motif que l'inspecteur du travail, M. Alain Balomba, n'a pas prêté serment. Donc, quelle est notre réaction? D'abord, nous commençons par dire que le Code du travail date de 2002 et modifié en 2016. Ce qui revient à dire que lorsque le Code du travail fut promulgué et est devenu effectif, la loi ne peut pas rétroagir. C'est pour l'avenir.
C'est pour tous les inspecteurs généraux qui viennent entrer en fonction et respecter, Monsieur le Président, les prescrits de cette loi. Mais Monsieur Alain Balomba, inspecteur du travail, a une ancienneté, Monsieur le Président, de plus de 25 ans. Le Code du travail est venu en 2002 le trouver dans ses fonctions, pendant l'exercice de ses fonctions. Et raison pour laquelle, Monsieur le Président, lorsque vous lisez le PV de non-conciliation, il a clairement renseigné qu'il est dûment, Monsieur le Président, je voudrais insister sur le mot dûment assermenté. L'inspecteur du travail vous dit qu'il est dûment assermenté. Et il renseigne les numéros de sa prestation, de son PV de prestation. Qu'est-ce que nous pouvons encore rajouter, Monsieur le Président, votre honneur? Nous sommes des juristes, nous sommes méticuleux, nous sommes maniaques de la précision. Monsieur le Président, l'article 194 dit ce qui suit. Avant leur entrée en fonction, les inspecteurs et contrôleurs du travail prêtent serment suivant. Je peux directement aller à la linéa qui nous concerne. Ce serment est prêté par écrit devant la cour d'appel et copie en est versée au dossier administratif de l'agent. Nulle part la loi impose à l'inspecteur du travail de renseigner dans le PV de conciliation ou de non-conciliation qu'il a prêté serment devant la cour d'appel ou quoi que ce soit. Nulle part l'obligation est faite à l'inspecteur du travail. Mais la loi impose plutôt, Monsieur le Président, à l'inspecteur, lorsqu'il a prêté serment, de verser copie de son PV dans son dossier administratif. Dans son dossier administratif. Mais, Monsieur le Président, l'inspecteur a dit qu'il a dûment prêté serment à son entrée en fonction. Je pèse sur mes mots et je suis méticuleux sur les mots en français. Le français est un moyen qui peut voiturier le droit. Mais cela nous aide, Monsieur le Président, de situer aussi les contextes du droit. Parce que c'est en français que nous exprimons en droit. Dûment assermenté et à leur entrée en fonction. Alors que Monsieur l'inspecteur avait prêté serment conformément à la loi à son entrée en fonction. Et pour chuter, Monsieur le Président, mais si la défendresse conteste la qualité du défendeur, de l'inspecteur, mais Actorin Kumbi Probatio, qu'ils apportent la preuve contraire en matière du travail, sont soumis d'abord à l'appréciation de l'inspecteur du travail dans la phase de conciliation. Même les moyens de la défendresse doivent être préalablement soumis dans la phase de conciliation. Et le moyen aussi soulevé ou à soulever par la défendresse doivent être soulevés devant l'inspecteur du travail. Mais ne l'ayons pas fait. Monsieur le Président, non seulement vous allez constater qu'il y a absence de preuves. Absence de preuves. Actorin Kumbit Probatio. Ils n'ont pas de moyens de preuve pour contrecarrer la version, Monsieur le Président, de l'inspecteur qui renseigne qu'il est dûment assermenté. Donc, nous, en tant que démontreuse, nous, en tant que partie, on ne pouvait pas nous soumettre à cet exercice-là. On ne pouvait pas nous soumettre à cet exercice-là. Pour se soulever devant votre cour, votre tribunal allait se dire, excuse, est recevable, mais vous le direz non, alors non fondé. Deuxième moyen, Monsieur le Président, soulevé par la défendresse face à notre demande. Le deuxième moyen, Monsieur le Président, la défendresse prétend que cette demande n'est pas fondée du fait de la résiliation du contrat de travail par notre cliente, par la demandresse, tirée du caractère abusif. Et qu'est-ce qu'il veut exprimer en disant ou en soulignant les caractères abusifs? Il prétend, ou elle prétend, la défendresse, que la résiliation est abusive du fait que le contrat avait été résilié pendant la période de la suspension du contrat de travail conformément à l'article ou en violation de l'article 60 du Code du travail. Mais, Monsieur le Président, votre honneur, la question à poser, quand est-ce que le contrat est suspendu en matière dans le cas sous examen? La demandresse est tombée malade, hospitalisée. Les médecins signent le rapport et exigent que celle-ci
observe un strict respect de son repos médical. Et la démondresse se présenta devant son ancien employeur. Lui donne le rapport. Messieurs l'employeur, je veux en tout cas observer le repos parce que je suis malade. On dit non, nous sommes respectueux de la loi. La convention collective voudrait que ce rapport soit signé par 3 médecins. Mais monsieur le président, elle va obtempérer. Elle va venir avec un PV signé par 3 médecins. Pendant tous ces temps, l'employeur n'a pas réagi à sa demande. C'est-à-dire que le repos médical n'avait pas été autorisé. Et par conséquent, comment on peut parler de la soi-disant suspension du contrat de travail? C'est absurde. Mais ce qui est grave, monsieur le président, la défendresse, c'est l'université catholique. Les prêtres sont des gens cartésiens. Moi, je suis le produit, le fruit des prêtres, des catholiques. Mais le prêtre, c'est permettre, monsieur le président, de mentir. Ils vont nous communiquer une attestation. D'ailleurs, c'est ce qui fait en sorte qu'ils essayent d'asseoir leurs moyens. Se permettent de mentir. Pourquoi nous disons, monsieur le président? Mais s'il vous plaît, monsieur le président, je dois quand même avoir la latitude de plaider. Monsieur le président. Moi, je parle de la défendresse, monsieur le président. Ça, c'est court-circuiter mes pensées, monsieur le président. C'est un préjudice. Une pièce qui était ici, je parlais de la pièce, monsieur le président. Je parle rapidement. Je retire avec toute élégance. Je retire avec toute élégance. Nous parlons français, monsieur le président. La défendresse va nous communiquer, monsieur le président, une pièce sans accuser de réception de la défendresse. C'est grave. C'est même gravissime, monsieur le président. C'est une attestation. Voilà, ils ont court-circuité mes pensées, maintenant je perds même le fait. Monsieur le président, je vais produire cette pièce-là. Le temps que mon confrère me retrouve ça. On va nous bondir, nous communiquer une attestation de congé octroyée par la défendresse à ma cliente, qui n'est pas signée. Mais en quelle date? Monsieur le président, il n'y a pas de crime parfait. En date du 16 novembre 2020. C'est ça. Cherche ça. En date du 16 novembre, une attestation. Mais maintenant, monsieur le président, c'est en cette date-là que lorsque la démondresse, la requérante dans la présente pose, monsieur le président, votre honneur, s'est présentée devant l'ancien employeur. C'est en cette date-là que le médecin avait signé le rapport médical. Et c'est en cette date-là que l'employeur a refusé de réceptionner le rapport médical signé par l'unique médecin. En date du 16. Lorsque la démondresse va se retourner, il va revenir auprès de son médecin traitant. Monsieur le président, voici l'accusé de réception de la lettre. Signé. On est du 21 novembre. Et le 22, monsieur, cette version, de manière chronologique, expose l'intention, la mauvaise intention, la mauvaise foi de la défendresse. On est du 22. Le 21, le 22. La démondresse va écrire, solliciter le repos médical. Parce que moi, comment je suis en vacances et je dois en réalité observer ce temps-là de repos. Mais malgré ça, monsieur le président, on va inviter la démondresse à opérer, monsieur, comment on appelle ça? La remise et reprise avec un autre. Elle va être changée de son poste en cette date-là. Mais comment expliquer qu'en cette même date du 16, pendant qu'elle-même a refusé de réceptionner, va établir une attestation de congé? Monsieur le président, vous allez constater que nous réservons le droit, la démondresse, allez dire, se réserve le droit d'attaquer en faux ce document. Et même
en usage de faux pour ceux qui en ont fait usage, Monsieur le Président. Parce que c'est une pièce qui n'est pas signée et donc il n'y a aucun accusé de réception. De la résiliation du contrat pendant la période de la suspension du contrat, Monsieur le Président, pendant la période de la suspension du contrat en cette date-là. L'imprécision du motif. Alors que l'article 72 concerne la personne qui se permet de résilier le contrat dans le 15 jours après la découverte de ces faits-là. Nulle part on dit de la précision ou de l'imprécision du motif de résiliation de contrat. C'est extraordinaire. Tout ça, c'est pour chercher à étouffer la défendresse qui souffre là où elle est, à cause de la négligence notoire, du refus d'apporter le soin de santé à ma cliente, du refus de lui octroyer le repos médical sans preuve. Nous reviendrons sur ça. Je sais que la défense va tabler encore sur ça. Donc, au regard de tout ça, Monsieur le Président, vous allez constater que ce moyen est recevable, mais non fondé. Je ne sais pas, l'autre moyen tiré du rejet de la demande de condamnation de sa condamnation à 36 mois. Mais Monsieur le Président, 36 mois n'est que la conséquence de la faute lourde. Lorsque vous êtes poursuivi pour faute lourde, la sanction c'est quoi? N'est-ce pas que c'est le 36 mois de la dernière rémunération de la présence de la démondresse? Nous serons prolixes dans nos notes de plaidoirie, Monsieur le Président. Ce moyen est recevable, mais non fondé, au regard de tout ce que nous avons développé. Il y a encore pour ne pas monopoliser la parole, je vais rapidement disposer parce que, Monsieur le Président, vous allez constater que il y a faute lourde dans le chef de la démondresse. Il y a faute lourde. Quelle négligence! La défendresse se permet de violer sa propre convention collective. La convention, elle est là, Monsieur le Président. La convention collective, elle est là. L'article 43 est clair là-dessus. L'hôpital Bondeko ne reçoit que de petits soins. Voyez-vous, vous avez mal à la tête, vous allez à Bondeko, on vous soigne. Et très souvent, c'est aux frais d'abord de la démondresse. Et puis, après beaucoup de gymnastique, la défendresse va essayer de rembourser les frais. Mais lorsque le médecin a dit que pour ce cas, il faut des soins appropriés, silence radio de la part de la défendresse, évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, éclaire de la convention collective, sa propre convention collective. Article 43. Monsieur le Président, que dit cet article? Voilà. Intitulé de cet article, des soins de santé. Voilà. Des soins de santé. Mais que dit cet article? L'employeur supporte au pluriel, les soins médicaux dispensés à son personnel et aux membres de leur famille pendant le congé. L'agent et sa famille ont droit aux soins médicaux dans la formation médicale agréée par l'université. En cas de congé hors du lieu de travail et en RDC, les soins de santé sont soumis à l'aval préalable de l'employeur qui pourra participer aux frais engagés par son personnel dans les limites de l'acceptable et ce, après vérification des pièces y afférentes. Mais je pars par le point qui nous concerne, le point C, le point B, le point D. L'employeur intervient éventuellement dans les frais de déplacement. Quand on dit éventuellement, c'est-à-dire au moment de la rédaction de la convention collective, l'homme était au centre, homocentrique. C'est-à-dire que la valeur, la condition humaine était au centre de leur réflexion. Et ils ont dit que l'employeur pouvait éventuellement aider l'employé à se déplacer pour aller se faire soigner. Mais devant le silence de l'administration, ça vaut rejet. Deuxième chose, il n'a jamais perçu son décompte final, Monsieur le Président, jusqu'à ce jour. Jamais perçu le décompte final. Troisième jour, il refuse d'octroyer le repos à son employé, quoique recommandé par les médecins.
Alors, au regard de tout ça, Monsieur le Président, vous allez dire simplement, nous allons disposer, Monsieur le Président, nous n'allons pas plaise à votre tribunal des séances de dire recevable et amplement fonder la présente action, telle que mieux, justement par la démocratie. Vous allez constater, Monsieur le Président, la faute lourde dans le chef de la défendresse. Vous allez condamner celle-ci au remboursement de la modique somme de $500 qu'elle a quand même, malgré elle, déboursé le peu de moyens qu'elle a. Le peu de moyens qui pouvaient servir à acheter même les pondous et les matembele pour les enfants. Mais pour essayer de se faire soigner en attendant la réponse de son employeur. Les factures sont bel et bien dans l'administration de la défendresse. Vous allez le condamner à rembourser cette modique somme de $500, Monsieur le Président. Vous allez condamner la défendresse naturellement au paiement de 36 mois, équivalent, n'est-ce pas, à sa dernière rémunération, Monsieur le Président. Et puisque devant cette négligence notoire qu'ils ont failli, qui a failli, Monsieur le Président, coûter la vie à la défendresse, elle ne serait plus en vie en ces jours que nous nous parlons. Elle ne serait plus en vie. Et qui allait prendre soin de ses enfants? Personne. Personne n'allait prendre soin de ses enfants. Elle a souffert. Et au vu de toutes ces souffrances, vous allez condamner la défendresse au paiement de la modique. Alors, la modique somme de $50 000 payable en francs congolais. Pour tout ce préjudice, nous avons dit, Monsieur le Président. Conclusion. Et je passe la parole à la défendresse pour ce débat. D'abord, de prime abord, j'ai aimé l'orateur du confrère. Apparemment, il avait vraiment bien préparé son orateur, mais qui s'est quand même un peu à la fin transformé à un pinceau. On pouvait même dormir. Le confrère a commencé par dire d'abord que la partie défenderesse a brillé par son absence lors de la procédure de la conciliation. Je n'aimerais pas, pour être indécent, en face d'un confrère, nous rappeler que lorsque un inspecteur établit un procès verbal de non-conciliation, ça veut dire que la partie s'est présentée. Si la partie défenderesse n'était pas présentée... Vous parlez de la demanderesse, là? Oui, je parle de la partie défenderesse. Ouais. Je parle de la partie parler des confrères, c'est le confrère qui a pris la parole de je parle de la défenderesse. La demanderesse. Je n'aimerais pas aussi, je n'aimerais pas rappeler à la demanderesse le prescrit de l'article 300 du Code du travail que lorsque un inspecteur du travail établit un procès verbal de non-conciliation, celui-ci est différent du procès verbal de carence qui vaut procès verbal de non-conciliation. Ça, je n'aimerais pas le rappeler à la partie défenderesse. Ça veut dire que nous nous sommes présentés lors de la procédure de conciliation. Et deuxièmement, nous avons aimé aussi voir que la partie demanderesse n'a plaidé qu'avec nos conclusions en main, sans pour autant aussi faire allusion à ses propres conclusions qu'il nous a communiquées tardivement. Ça, j'ai aimé parce qu'il nous a aidé à économiser un peu le temps. Et troisièmement, nous sommes en matière de travail. J'ai vraiment aimé le retour de la plaidoirie de la partie demanderesse. Mais quand même, ce qui a été un peu frustrant est que on ne plaide pas avec assez de pièces pour étayer ces moyens. Je commencerai par les faits de la présente cause. Nous serons vraiment très brefs à l'effet. La partie demanderesse a été bel et bien engagée par l'Université catholique du Congo, défenderesse dans la présente, où elle a commencé par un contrat d'essai. Et l'essai a été satisfaisant, ce qui a fait que le 15 juillet 2016, parce qu'il a été recruté le 31 mars 2016, elle a commencé son essai, et le 15 juillet 2016, on confirme son contrat. Et lors de son engagement, elle a commencé comme secrétaire administratif, comme ils l'ont bien dit, dans la faculté de droit. Puis, l'année qui suit, elle a été transférée à la faculté d'économie et de développement. Et là, la partie demanderesse a dit tout vrai. C'est en 2023
qu'elle sera encore déplacée de la faculté d'économie à la faculté de philosophie. Et que, depuis son engagement, l'université catholique ne peut pas imputer de choses qui ne sont pas vraies. La partie demandée s'est rappelé que ce sont des prêtres. Nous ne pouvons que dire. Donc ça veut dire que l'université catholique n'a jamais menti en aucun moment. C'est lorsqu'elle a été engagée, nous n'avons jamais eu d'accrochage avec la partie demanderesse. Pas d'accrochage. Et évoquant la convention collective comme ils l'ont évoqué, la partie défenderesse a toujours pris le soin de prendre en charge les soins médicaux de tous ses agents, comme ils l'ont dit, parce que l'université catholique a une convention avec l'hôpital Bondeko. Je ne voudrais pas dire encore que c'est un hôpital qui est prêtre, pour ne pas dire aussi, comme la partie de Monderès a dit, que ce sont juste des soins qu'on donne, des soins pour de maux de tête, peut-être pour des diarrhées. Ça veut dire que pour d'autres maladies, Bondeko ne soigne pas, d'autant plus que ça appartient aux prêtres. Donc nous retenons que selon la partie de Monderès, donc Bondeko qui a la convention avec l'université catholique ne soigne que de maladies bénignes. Ça nous choque quand même, mais nous ne faisons pas état de ça. Nous progressons. La partie de Monderès a toujours reçu de soins, elle ainsi que toute sa famille. Et ça fait qu'un jour, c'est en 2023 que tout va basculer. La demanderesse accumulera toujours, je ne dirais pas de prétexte, accumulera de maladies qui seront toujours accompagnées de pièces qu'elle déposait. Ça, on le dit. Elle avait des pièces qu'elle déposait. Elle déposait toutes ces pièces-là. Ça a toujours été pris en considération par l'université catholique qui est défenderesse, dont la raison. Elle déposera une attestation médicale pour solliciter un repos médical signé par un seul médecin. La demanderesse l'a dit. L'université catholique a demandé à la partie demanderesse que sur base de la convention collective qui nous lie, vous devez nous déposer au secrétariat général académique une attestation médicale signée par 3 médecins comme prévu dans la convention collective. Sur base de cette demande de la partie demanderesse, elle a obtempéré et a déposé devant le secrétariat général académique une attestation médicale dûment signée par 3 médecins comme prévu dans la convention collective. Que c'est sur base de tous ces éléments qu'un congé de 15 jours lui a été accordé. J'appuierai avec les pièces lorsque je vais développer pour vous. Et qu'après ce congé de 15 jours, elle sollicitera encore un autre congé qui lui sera encore accordé une fois de plus. Que plus tard, au mois de janvier 2024, la défenderesse reviendra encore pour solliciter un congé maladie qui lui sera encore accordé. Et ce congé allant du 22 janvier au 22 février, même mois, soit le mois de janvier. Donc, que pendant cette période de congé, le contrat est suspendu. En matière du travail, pendant la période de congé, le contrat est suspendu. Et que la demanderesse, pendant cette période de congé, c'est en ce moment-là qu'elle se décidera de résilier son contrat de travail qui, selon elle, avec pour motif non-assistance et manque de considération de la part de la défenderesse de l'Université catholique. Je vais attaquer on le voit. Comme je l'avais dit, et je le répète, j'ai vraiment aimé le retard de la partie demanderesse, bien qu'à la fin, ça s'est transformé en un pinceau. Nous avons soulevé un moyen, parce que j'ai dit que nous serons un peu
nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce que la demanderesse a plaidé juste avec nos conclusions en main. Et je n'ai pas vu, moi avocat, représentant la partie défenderesse, où il a touché à ses propres conclusions, mais nous n'en faisons pas. Nous avons évoqué le fait de l'irrécevabilité du procès verbal de non-conciliation établi par l'inspecteur du travail et c'est tiré de la violation de l'article 194 du Code du travail. Le confrère a bien dit que le Code du travail est entré en vigueur en 2002, bien qu'il a aussi reçu de modifications. Mais bien avant, bien qu'il évoque le fait que l'inspecteur a plus de 22 ans d'expérience, je ne vous rappellerai pas, rappelez aux confrères, mais à la demanderesse que sous l'égide de l'ancien code, le même prescrit était repris dans l'article 159. Ça veut dire si j'avais avec moi ici un modèle de prestation de serment des inspecteurs du travail sous l'égide de l'ancien code, j'allais vous le présenter parce que c'était un serment écrit comme le dit aussi la loi. Nous revenons à l'actuelle loi où on dit clairement qu'à l'article 194 du Code du travail que les inspecteurs du travail, avant d'entrer en fonction,